Corps à corps. Corps à corps. Et donc pour commencer la semaine, une fois n'est pas coutume, on retourne faire un petit, s'intéresser on va dire, un petit tour du côté outre-Atlantique, du côté américain, avec ce nouveau monde que Donald Trump est en train de bâtir avec son administration. Et c'est sûr qu'en 2 mois, eh bien, il n'a pas chômé. On avait déjà vu évidemment l'abandon de l'USAID, hein. Ensuite la déclassification des archives sur la mort notamment de JF Kennedy, on en a parlé ici. Puis les négociations de paix avec Vladimir Poutine. Et vendredi dernier, Donald Trump a annoncé qu'il allait supprimer le Federal Department of Education, c'est l'équivalent du ministère de l'Éducation nationale en France. Je propose d'écouter Donald Trump. Aujourd'hui, nous prenons une mesure historique qui se prépare depuis 45 ans. Dans quelques instants, je vais signer un décret pour commencer à éliminer le département de l'éducation, une bonne fois pour toutes. Voilà, et puis ensuite, eh bien, le président américain veut dissoudre ce ministère fédéral qui est une énorme manne à argent public, qui a aussi également un endoctrinement des enfants, et que les États fédérés peuvent très bien gérer l'éducation à leur échelle, c'est ce qui est sous-entendu, hein. Et très symboliquement, on l'a vu signer ce décret de suppression à côté des d'enfants qui étaient sur des petits pupitres. Regardez l'image. Let's use that same pen. Et voilà, alors pour ceux qui ont l'image, sinon vous voyez signer, puis après on voit comme s'il était en classe finalement avec plein d'enfants qui l'entourent sur leur pupitre et qui rédigent je ne sais trop quoi. Et puis alors une autre information importante, hein, qui montre, voilà, ça y est, il a signé, tout le monde applaudit et les enfants montrent aussi leur page. Une autre information importante qui montre que le monde est véritablement en train de changer, c'est Elon Musk qui a annoncé que le gouvernement américain allait supprimer sa subvention au forum de Davos qui s'élève à près de 52 millions de dollars. Alors voilà, Toxin voulait repartir de ces 2 annonces très symboliques pour s'interroger sur la chasse que mène l'administration Trump contre ces mondialistes et voir quelles ressources dispose encore cette case pour faire avancer son agenda. Et puis on peut parler de l'agenda européen et français justement, puisque nous n'avons pas encore supprimé, on va dire, tout ce qu'il y a derrière, la propagande qu'il y a derrière le ministère de l'Éducation. Mais on va en parler tout de suite avec nos 2 invités. Marion Sigaud, bonjour. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Merci beaucoup d'être avec nous. Enchantée. Vous êtes historienne, conférencière, auteur de plusieurs ouvrages, dont récemment une réédition de La Marche Rouge. C'est un livre auto-édité. Pierre-Antoine Plaquevent, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes analyste, auteur du site Stratégica et auteur de Soros et la Société ouverte aux éditions Culture et Racine, ou encore Société ouverte contre l'Eurasie au Book Édition. Alors, peut-être pour commencer, Marion Sigaud, si vous le voulez bien, reprendre d'abord cette annonce de Donald Trump et puis surtout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire cette chasse à une forme de propagande qui s'est distillée, qui s'est ajoutée derrière finalement ces ministères de l'éducation américains. C'est pas tout à fait le même système qu'en France. Alors, l'horreur s'est abattue sur le système éducatif américain, voilà, très longtemps, c'est-à-dire que ça a suivi de très près la publication du rapport Kinsey. Alors, le rapport Kinsey, c'est le rapport qui a fait de la sexualité une activité de loisir accessible à tout le monde, qui n'a plus rien à voir ni avec l'amour, ni avec la reproduction, ni avec la morale, ni rien. Le sexe est devenu scientifique. La personne qui a annoncé cette horreur, c'est monsieur Alfred Kinsey. Il a été financé par l'Institut Rockefeller, soutenu et abondamment par la CIA. C'est lui qui a déclenché, alors ça s'est fait après sa mort, mais ça s'est fait dans la foulée de ces pseudo-découvertes. Alors, pour un mot sur les pseudo-découvertes, tout ce qu'il a prétendu être des observations scientifiques concernant la sexualité des enfants est le fruit de viols perpétrés sur des centaines, voire des milliers d'enfants par des prédateurs, et avec le soutien et vraiment le soutien des autorités. Donc, à la suite de la publication des rapports Kinsey, la loi américaine a été changée, la loi de protection des mineurs, des enfants et également des femmes a été changée, et l'Amérique a vécu sous une avalanche de prédation sexuelle, de viols, c'est absolument une horreur. Et alors l'école a été un lieu à la fois d'expérimentation et d'expérimentation et le changement des mœurs s'est fait à travers l'école. Et on ne soupçonne pas l'horreur que ça a pu être, ce qui s'est abattu sur les écoles.
Et Judith Reisman, qui est la personne qui a le plus travaillé à la dénonciation des horreurs de Kinsey, a écrit un texte qui s'appelle Prédateur en classe, Prédateur dans la classe. Et on y apprend des choses absolument ahurissantes. Et ça, c'est ce qui se prépare en France. Hein. C'est ce qui se prépare en France. Oui, attendez, ce qui se prépare dans le sens, ce qui se prépare, c'est cette horreur de l'éducation nationale. Parce que, pour le coup, là, aux États-Unis, c'est fini. Depuis cette annonce. Ça a l'air, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Alors, je ne sais pas par où je commence. La prédation dans les écoles. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé aux États-Unis. Oui. En juin 2014, au Texas, il y a eu dans la région d'El Paso, il y a eu des arrestations de professeurs pour agression sexuelle qui minimisent la prédation qu'on reproche à l'Église. Alors, quelques mots d'abord sur la prédation sexuelle dans les écoles religieuses catholiques, parce que c'est ça dont tout le monde parle a priori, avant de parler des écoles publiques. Un rapport a été commandé par une commission royale, australienne. Un rapport a été commandé qui a mis 5 ans à être publié et qui a voulu étudier les prédateurs sexuels dans les écoles catholiques. Mais alors, à l'origine en Australie, puis après dans le monde entier, et particulièrement en Afrique, mais dans le monde entier. Eh bien, figurez-vous que ce rapport, une fois publié, c'est-à-dire en 2017, je crois, attendez, j'ai essayé de ne pas dire de bêtises. Oui, le rapport a été publié en 2017. Il apparaît que 7% des prêtres diocésains sont auteurs d'abus en Europe et 4,3% aux États-Unis. Alors, je pose la question, est-ce qu'on peut ficher la paix aux 95,7% restants ? C'est-à-dire que la prédation sexuelle dans les écoles catholiques est marginale. Maintenant, nous allons parler des écoles. Alors, on peut dire que c'est toujours trop, hein, mais oui. Ah bah là, alors écoutez, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Les prédateurs sexuels doivent être pourchassés et empêchés de sévir partout où ils sont, mais c'est pas la peine de faire une généralité. Je veux dire qu'on pourchasse les 7%, les 4,3% de prédateurs sexuels dans l'Église, tout le monde est d'accord, en tout cas moi je suis d'accord, et Dieu sait, mais qu'on fiche la paix aux autres. Alors, maintenant, je vais vous dire ce qui a été révélé en 2014 dans la région d'El Paso, donc dans le Texas. L'affaire est absolument énorme. On s'est rendu compte qu'il y avait des prédateurs dans les écoles, et des arrestations ont commencé, il y en a eu une par jour pendant 6 mois. C'est absolument ahurissant, et aucun grand média n'a voulu en parler, alors que quand il s'agit d'un prêtre, tout le monde s'y met, y compris la presse catholique. La presse catholique n'est jamais la dernière. Quand on prend un prêtre pédophile, tout le monde des arrestations à quel sujet? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Sur des dénonciations de prédation sexuelle, des dénonciations d'abus sexuels sur mineurs dans les classes. Voilà. D'accord. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que y a prédation sexuelle dans les écoles publiques. Dans les écoles publiques américaines, notamment, mais pas que. On va dire alimentée, portée par une idéologie qui est l'idéologie portée par Kinsey, qui est elle-même finalement reprise dans cette éducation départementale, nationale américaine. Alors, je vais me tourner vers Pierre-Antoine Plaquevent pour en savoir un peu plus également, et puis on va continuer notre échange, évidemment. Pierre-Antoine Plaquevent, déjà, comment réagissez-vous à cette annonce de Donald Trump, et vous aussi, avez-vous des éléments concernant cette, entre guillemets, propagande qui était jusqu'à maintenant propagée par cette éducation nationale américaine? Évidemment, pardon, je simplifie pour qu'on comprenne, nous, de quoi il s'agit. Et nous avions publié justement sur le site Stratégica les travaux de Judith Reisman, et préfacés et introduits par Marion Sigaud, et effectivement tout cela s'inclut dans un mouvement plus général dont j'avais parlé dans mon premier livre sur Soros, qui est l'idée de ce que les Américains appellent de marxisme culturel. C'est-à-dire que c'est l'idée de changer l'hégémonie culturelle dans une société, de changer les fondements culturels d'une société effectivement par un entrisme au niveau de certains secteurs clés comme l'éducation, et de progressivement par des méthodes d'ingénierie sociale changer les habitudes, les habitus des sociétés. Et c'est ce qui a été fait sur le long terme par effectivement la Fondation Rockefeller et d'autres fondations, et ce qui a abouti à un véritable noyautage
de ce département fédéral de l'éducation, qui, rappelons-le, a été fondé, je crois, dans les années 70, lui aussi. Donc, à la suite de toute cette révolution qui a commencé dans les mœurs, on va dire, enfin, qui a été d'abord en avant-garde et puis qui a été poussée ensuite dans les années 60. Donc, à la fin des années Oui, oui. 70, ce département a été fondé, qui était une nouveauté aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas même rapport à l'État que Ouais. nous. Et donc, ce qui est assez révolutionnaire, je trouve, dans ce que propose Trump, c'est effectivement de transférer l'autorité et les compétences de ce ministère maintenant directement aux États et aux collectivités locales. Mm. Donc, pour quelqu'un qui est, comment dire, accusé de totalitarisme, là, on a là une démarche qui semble inverse de Oui. celle du totalitarisme, Oui, c'est-à-dire de le retour au revenir pouvoir plutôt, local, oui, aux voilà, de racines. retour au Ouais. pouvoir local Mm. sur ces questions-là. Et ça, c'est, à mon avis, c'est bon. Il faut maintenant, en fait, c'est le début d'une grande bataille culturelle parce qu'évidemment, en face, ils ne vont pas se laisser faire. Ils vont essayer de contourner, je pense, les 200 et quelques, enfin les presque 300 milliards de dollars qu'avait ce ministère. Ils vont essayer peut-être par des biais privés comme l'Open Society Foundations et autres pour alimenter les écoles qui vont vouloir rester sur ces programmes-là. Donc on va voir là ça va aussi augmenter, je dirais, peut-être la parcellisation, hein, l'éclatement du territoire américain, divisé entre les États conservateurs et Oui, les États woke, entre guillemets. démocrate, Donc oui. Ouais. voilà. Et donc ça va augmenter en fait l'intensité de la guerre culturelle qui a lieu aux États-Unis depuis en fait depuis des années, hein. Oui. Mais ce qui est intéressant et ce qui est, je pense, un enseignement pour les conservateurs français et européens, c'est comment cette bataille a été menée. Parce qu'en fait, ça fait Ah oui. depuis que cette guerre culturelle a commencé, quand les marxistes culturels ont commencé à amener leur programme de subversion des fondations de la société dans les années 50-60, eh bien, en contrepartie, des réseaux conservateurs et des think tanks conservateurs se sont organisés. Et on parle beaucoup, voilà, de la fameuse Heritage Foundation Mm. qui a théorisé le Aux plan de États-Unis, hein. Oui. gouvernement voilà, aux États-Unis. Eh bien, justement, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment s'inspirer en Europe, c'est-à-dire que là, ce que fait Trump, ça a été, il applique un plan de bataille politique qui a été élaboré en amont par ces think tanks et qui maintenant, il déroule tout ce qui a été prévu en amont. En fait, c'est quelque chose de cet ordre-là qu'il faudrait en France. Et ça montre aussi la pugnacité de la droite américaine par rapport, je dirais, à la droite française ou aux droites européennes, où en fait, les droites, on avait l'habitude que les conservateurs ne déconstruisent jamais ce que les marxistes culturels Oui. ont acté dans la société. Une fois, par exemple, que je sais pas, comment dire, le mariage pour tous est acté, eh bien, on ne revient plus dessus. On fait, bon, ben maintenant, on passe à autre chose. Oui, c'est Alors que vrai. là, on a une volonté de déconstruire la déconstruction et d'y aller et de ne pas avoir peur eh bien, d'affronter l'adversaire. Et je pense, ce qui manque, il manque une vraie pugnacité déjà, il manque l'organisation et la pugnacité. Mais si on prend exemple sur ce qui est fait là-bas, je pense qu'on peut arriver à quelque chose, parce que la société est mûre pour ça. On le voit dans toutes les sociétés je dirais européennes, mais plus largement même toutes les sociétés chrétiennes ou même chrétiennes culturellement, eh bien, il y a la majorité il y a maintenant une majorité d'opinion qui est sur des positions souverainistes. Simplement, elle n'a pas partout l'articulation politique nécessaire. Et Oui. je dirais que là, aux États-Unis, se sont dotés presque d'un comment dire, d'une articulation quasiment. C'est ce que Steve Bannon disait à une époque. Il disait: je suis un léniniste de droite. Eh bien, et ils se sont dotés d'une articulation, je dirais, quasiment léniniste, quoi, pour Mm. Mm. arriver maintenant à leur programme. Eh bien, c'est ce qui manque aux conservateurs en Europe. Voilà, on ne peut Oui. pas être juste tout le temps. Oui. On a l'impression qu'on est tout le temps à suivre l'agenda des autres et à se positionner et en fait à Mais alors être juste justement, l'une des réactif. questions qui se pose, c'est, pardon, je vous coupe, c'est Oui, se dire, excuse-moi. est-ce que ce changement américain, parce que qu'on ne vous accuse pas de toujours s'intéresser qu'aux Américains, évidemment, à travers ce changement quand même très important, hein, qui va
vous l'avez dit, qui peut remettre beaucoup de choses en question culturellement, et idéologiquement, et donc même dans le futur de nos enfants, ça va être très important aux États-Unis. À quel point cela peut-il infuser en Europe, puisqu'on sait bien qu'à priori, jusqu'à maintenant, on était très suivistes des Américains. Maintenant, les choses changent un peu, puisqu'évidemment, nos élites se méfient de Donald Trump et de ses prises de position, mais à quel point ça peut changer pour l'Europe et pour la France, ce changement américain. Mais avant d'aller sur ce volet-là, je voudrais quand même qu'on revienne, vous l'avez dit, tous les deux un petit peu, à quel point on va dire, cette idéologie, cette propagande avait infusé à travers notamment ce département fédéral de l'éducation, donc on va dire l'équivalent de notre ministère de l'Éducation nationale. Je voudrais qu'on aille un peu plus là-dessus, que vous nous expliquiez tous les deux comment ça fonctionnait, comment la propagande, et éventuellement si vous avez des exemples concrets l'un et l'autre, Oui, j'en ai. voilà, comment la propagande infusait tous les jours dans la tête de nos enfants. Alors je vous écoute, Marion Sigaud. Alors, il faut savoir qu'en 1957, compte tenu des rapports Kinsey qui disaient que les enfants sont sexuels dès la naissance, ce qu'il a faussement prétendu à partir de viol, enfin, il faut commencer par ce préalable. Kinsey a fait violer des centaines d'enfants par des prédateurs, et quand les enfants s'évanouissaient, poussaient des hurlements, avaient des convulsions, enfin, toutes les réactions de terreur et de souffrance, il notait qu'ils avaient des orgasmes. Et ce sont ces rapports qui n'ont jamais été mis en cause, qui servent de base à l'éducation, à la sexualité sur la Terre entière, sur l'intégralité de la planète. C'est gravissime, ça qu'il faut savoir. Oui. C'est gravissime. Et tous les programmes d'éducation à la sexualité qui se préparent pour la rentrée prochaine sont fondés là-dessus, et pas sur autre chose. Et aussi longtemps que le vœu de Judith Reisman, qui est décédée à présent, son vœu n'aura pas été suivi des faits, c'est-à-dire enquêter sur le rapport Kinsey, enquêter sur l'Institut Kinsey, ça continuera comme ça. Alors, ce que je voudrais vous raconter, c'est comment ça s'est fait dans le système de l'éducation nationale, enfin de l'éducation, l'équivalent de l'éducation nationale américain. En 1957, le rapport Kinsey est sorti en 1948. En 1957, c'est juste derrière. Compte tenu des rapports Kinsey, un juge a estimé que des découvertes scientifiques récentes pouvaient faire modifier la loi sur la préservation du public de l'obscénité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'obscénité? L'obscénité, c'est ce qui incite à l'excitation sexuelle, et la loi américaine jusqu'à présent, interdisait la circulation par la poste de toute image ou imprimé à caractère obscène et tout ce qui offense la pudeur. Donc, vous ne pouviez pas utiliser la poste pour envoyer du matériel pornographique. Donc, on ne pouvait pas faire circuler, diffuser ou promouvoir du matériel obscène. On avait le droit de le posséder chez soi si on le fabriquait, mais on avait pas, l'État n'a pas rentré à l'intérieur des foyers, mais vous n'aviez pas le droit de le faire circuler. Alors, en 1957, un juge estime que des découvertes scientifiques remettent en question cette loi, et 44 États, à la suite de ce juge, ont estimé que si le matériel obscène est utilisé à des fins éducatives, scientifiques ou artistiques, des exemptions à ces interdictions doivent être accordées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces mêmes exemptions, alors, en plus du matériel éducatif, ces mêmes exemptions sont accordées pour la diffusion à des fins non lucratives entre des jeunes de moins de 21 ans en direction d'autres jeunes qui n'ont pas plus de 5 ans de moins qu'eux. C'est-à-dire que dans la très pudibonde Amérique des années 50, il est interdit de faire circuler du matériel pornographique, sauf à l'école et entre jeunes. Non, mais c'est de la folie furieuse que vous Mais dites. c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est là-dessus que c'est fait cette révolution monstrueuse dont vient de nous parler Pierre-Antoine, à la fois dans les écoles, dans les bibliothèques, dans les médiatiques et dans tous les clubs à prétention pédagogique. Donc, du secondaire, du primaire à la fin du secondaire. Concrètement, on pouvait avoir quoi? On pouvait trouver quoi dans les manuels scolaires pour être clair? Je vais vous raconter ça. Alors, j'ajoute, en 1950, le groupement pour l'avancement de la psychiatrie, c'est encore un groupe de pression, a affirmé que dès l'âge de 7 ans, les enfants ont la capacité pour accepter la responsabilité d'un rapport sexuel avec un adulte. Et ensuite, on lâche la sexualité dans les écoles. Écoutez bien, le sexe entre officiellement à l'école sans pour autant que les parents en soient informés. Parce que ce qui se passe à l'école, c'est quand les parents sont dehors. D'autre part, en 1964 a été créé le CIECUS, c'est-à-dire le Conseil de l'information et de l'éducation sexuelle des États-Unis. Le CIECUS est ce qui est à l'heure actuelle encore à l'œuvre à l'échelle mondiale. C'est le CIECUS qui nous prépare les programmes qu'on va appliquer en France, qu'on applique déjà en Belgique, etc. Donc, la première expérience d'exemption
à la loi sur l'obscénité éducative s'est faite dans un quartier pauvre et noir à 80% à Washington en 1958. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, oui, non, mais donnez-nous les éléments, parce que les dates, on va perdre un peu tout le monde. Donnez-nous les éléments concrets de ce que ça veut dire dans les manuels scolaires, ce que c'est cette propagande. Alors, on leur montre, par exemple, et après, une bande dessinée. Voilà. On leur donne une bande dessinée pour les 10 ans et plus, qui dit c'est parfaitement normal. C'est parfaitement normal, c'est le titre de la bande dessinée. Il présente des images de sexe en phase d'excitation avec le commentaire que c'est normal, quoi qu'en disent les parents. On montre des enfants qui se masturbent, qui examinent leurs organes génitaux, qui s'adonnent à différentes activités. On a organisé une fête. On a organisé une fête dans une école où c'était pour les enfants de 11 ans, au cours de laquelle on a accueilli un ancien élève en lui offrant un chapeau sur lequel était fixé un pénis dont on déclenchait l'érection à l'aide d'une petite ficelle. Et ça, c'était pour les enfants de 11 ans. Et on a organisé un jour une école. Des parents ont compris que dans leur école avait été organisée une fête dans laquelle, en guise de cadeau, on distribuait des godemichés, des bougies pénis et des vagins sucettes. C'est-à-dire que les enfants sont harcelés de sexe depuis les petites. Oui, mais ça, c'est pas. Là, vous dites, on a organisé. Est-ce que c'est pas un phénomène local? Dans une autre école. Et c'est admis. Oui. C'est admis. C'est pas juste 3, pardon, mais tout à l'heure, vous parliez des 7% des prêtres diocésains. C'est pas juste 2% ou 1%, enfin, un truc complètement à la marge. C'est dans les écoles. Alors, ça, ce sont les expériences qui ont été commencées dans les écoles noires et ensuite, ça s'est généralisé absolument partout. D'accord. C'est-à-dire que grâce aux exemptions éducatives, tous les enfants d'Amérique qui sont dans les écoles publiques trouvent à présent sur l'ordinateur des sites de vente de vibromasseurs et d'accessoires sadomasochistes. On leur raconte des histoires de femmes violées, de sexe de groupe, de sodomie en groupe, à l'école. etc. C'est dans le programme, ça. À l'école, en classe, à la médiathèque, à la bibliothèque. Vous amenez vos enfants à la bibliothèque municipale, vous les lâchez dans le département des petits-enfants, ils reviennent avec des histoires de sodomie et de trucs comme ça. Là, vous parlez des États-Unis, pas encore de la France. Je parle des États-Unis. Oui. Je parle des États-Unis. Mais je parle de ce qui s'est passé aux États-Unis et ce que Trump est en train de On a compris. Alors, merci beaucoup, Marion Sigon. On continue, mais je vais me tourner vers Pierre-Antoine Plaquevent. Pierre-Antoine Plaquevent. Non, pas du tout, mais c'est passionnant. Mais comme ça, Pierre-Antoine Plaquevent, vous avez peut-être aussi d'autres éléments concrets, d'autres exemples de ce que c'était que cette politique mise en place, on va dire, cette propagande kinseyenne, je ne sais pas comment vous l'appelez, qui était derrière donc ce département fédéral de l'éducation américain. Comme je disais, il faut le situer dans le contexte d'ensemble. Donc vous avez Kinsey et puis ensuite ses conséquences en avalanche sur le système éducationnel américain et puis mondial. Mais c'est la même chose dans plein d'autres secteurs. À peu près à la même période commence à arriver la pression pour la légalisation des stupéfiants. La même chose aussi et en fait, c'est les mêmes thématiques toutes ces thématiques qui maintenant nous paraissent presque normales dans le débat public, ont été amenées de manière subversive, progressivement, à l'échelle historique, sur une échelle de temps assez courte finalement, parce que c'est depuis les années 50-60 jusqu'à nos jours, mais par on va dire, une marche ininterrompue et avec des moyens justement colossaux pour arriver à faire pénétrer ces idées qui au départ, c'est le principe de la fenêtre d'Overton, vous savez, ce sont des idées qui au départ sont inacceptables, voire radicales, voire inacceptables, et bien progressivement, il faut faire bouger la fenêtre jusqu'à ce que ça devienne des idées qui rentrent dans la société. Donc c'est la même chose pour le transsexualisme, toutes ces questions-là. Même sur les questions, on va dire, c'est à la même période, dans les années 60, là c'était au travers du Club de Rome ou des travaux de Paul Ehrlich et d'autres sur les questions de l'écologie radicale liée au climat, de la démographie liée au climat, du fait que la pollution est liée au surplus d'êtres humains. Et c'est lié à cette question de la sexualité, parce que il y a l'idée, si on contrôle la sexualité, on contrôle la reproduction. Si on découple la sexualité de la reproduction de manière radicale, tel que c'est présenté déjà par les transhumanistes dès les années 20, c'est repris par Aldous Huxley qui le montre dans Le Meilleur des mondes, c'est l'idée, en fin de course, d'arriver à une ingénierie en laboratoire de l'être humain et à avoir complètement découpler la sexualité de la reproduction. Ça paraît fou, mais c'est des projets d'ectogénèse que les transhumanistes investissent des sommes colossales là-dedans et font des expériences, notamment sur
sur les ovidés et sur les moutons qui maintenant grandissent dans des utérus artificiels. Ouais. Ils essayent d'arriver à cette chose. Ça paraît fou. Quand on dit c'est de la science-fiction, là, c'est pareil. Et les auteurs de science-fiction étaient souvent des gens informés, voire qui étaient partie prenante du projet et qui, en fait, se chargeaient de le présenter à l'opinion, même de manière critique. Donc tout ça, c'est, on va dire, une convergence de... Il faut attaquer la société par tous les biais possibles pour ensuite amener un changement politique. Alors, c'est lié, là vous avez parlé aussi de ce que Musk a déclaré sur le forum de Davos aussi, sur le volonté de ne plus financer le forum de Davos. C'est aussi la sortie de l'OMS. En fait, là, on voit que progressivement, les États-Unis se découplent de toutes ces organisations qui ont toutes la même, on va dire, je dirais, le même berceau de subversifs, qui se présentent avec des atours, que ce soit l'OMS, que ce soit toutes ces institutions. Vous savez que le premier président de l'UNESCO, Fondation culturelle de l'ONU, était Julian Huxley, frère d'Aldous Huxley, et père du terme transhumanisme. Et qui expliquait que le transhumanisme était en fait la suite de l'eugénisme, mais qu'on ne pouvait plus, après la Seconde Guerre mondiale, utiliser le terme d'eugénisme. Donc maintenant, l'eugénisme de gauche, l'eugénisme mondialiste, devait prendre un nouveau terme, et c'était le terme transhumaniste. Donc, le premier directeur de l'OMS, c'était Brock Chisholm, pareil, un eugéniste de gauche qui était là aussi dans des positions, je dirais, très kinseyennes sur tout ce qui est de la morale qui doit être enseignée aux enfants. Donc, on a eu toute cette vague de subversion mondiale qui, je pense, a été rendue possible par l'étourdissement qu'il y avait eu après la Seconde Guerre mondiale. Il fallait reconstruire, il fallait justement le nationalisme avait été poussé à son paroxysme. Donc, à partir de là, il a été facile de créer cet amalgame entre toute forme de nationalisme et puis le national-socialisme, qui, je le rappelle, avait des idées et des sources communes avec le projet mondialiste, notamment sur tout ce qui relève de l'eugénisme. Voilà, donc, partant de là, donc on a changé progressivement la structure de la société. Et là, ce qui est intéressant, c'est, je pense que ce qui se passe aux États-Unis, c'est que là, sous la pression, je dirais, géopolitique des puissances eurasiatiques, eh bien, je pense qu'ils sont là obligés de changer de stratégie. C'est-à-dire, soit ils s'effondraient complètement sous le poids du wokisme, qui peut être une arme intéressante pour géopolitique à l'extérieur, mais qui est aussi un virus qu'on s'introduit à l'intérieur. Et là, ça menace les fondements même de la puissance américaine. Donc maintenant, il faut démanteler cet appareil. Et aussi, comment dire, comme maintenant, le problème se pose pour les Européens, parce que finalement, si vous avez des puissances eurasiatiques qui étaient déjà illibérales et qui suivent leur propre agenda, et que vous avez maintenant les États-Unis qui eux aussi, on va dire, rentrent dans cet agenda post-libéral, on va dire, au sens politique, eh bien, ça devient l'Europe. C'est pour ça qu'on voit tous ces gens qui sont d'essence mondialiste, hein, les Glucksmann, les Attali, ces gens-là, qui nous défendent maintenant presque l'idée d'une forteresse Europe face aux États. Pourquoi c'est cela? Parce que c'est finalement c'est le dernier carré. C'est ça. Le dernier rempart pour eux, pas pour nous. Pour eux, oui, on a bien compris. C'est pour ça que voilà, mais la pression va s'augmenter pour nous parce que ils vont essayer de créer ce que Staline appelait face à l'échelle de la révolution communiste. Ils disaient bon, maintenant on va construire le socialisme dans un seul pays. Eux, ça va être le globalisme dans un seul continent. Donc donc la pression va être maximale pour nous. Oui. Et les États-Unis ont tout intérêt, en plus, à augmenter, on va dire, cette pression. On l'a vu avec Vance en Europe, et cette pression sur l'Europe qui va en plus pouvoir accélérer la parcellisation de ce rival stratégique que devient l'Europe pour les États-Unis en crise. Parce que ce qu'on oublie, c'est que là, les États-Unis sont en train de construire une espèce de surmoi symbolique énorme avec Trump. Ils nous montrent une image un peu hollywoodienne d'un pays très fort, mais c'est un pays, comme je vous disais, miné de l'intérieur par comment dire, une guerre culturelle, une guerre politique, une guerre sociale, économique, qui est gigantesque. Et là, ils ont réussi vraiment un coup de force avec tout je dirais, ce reset conservateur qu'ils ont réussi à faire.
et en mettant en avant justement des figures comme Vance qui sont fabriquées en fait aussi, qui sont des produits marketing aussi. Hein. Donc là, il tente une forme, c'est ce que Spengler appelait dans les années 20 le césarisme, c'est-à-dire quand la démocratie de marché a complètement détruit la société, eh bien apparaissent les conditions pour qu'une forme de césarisme politique se mette en place afin d'essayer de sauver ce qui reste de la société. Donc je pense que c'est ce que font les États-Unis. Et voilà, on a vu, donc vous parliez du dernier carré pour l'Europe. Marion Sigaud, ce sera ma dernière question. Et finalement, Pierre-Antoine Plaquevent a déjà pris les devants sur cette question. Là, on a vu donc le phénomène américain, notamment au travers de cette remise en question, de cette propagande keynesienne derrière la suppression du Federal Department of Education. Même question. Comment ça peut réagir côté européen, voire côté français? Est-ce qu'on peut y trouver une forme d'espoir ou au contraire considérer qu'il y aura un dernier bastion qui va être beaucoup plus fort dans l'opposition, comme on l'a dit, progressiste, mondialiste, qui va tenter de s'exprimer contre ce gouvernement Trump? Je pense que c'est maintenant à la population de prendre les choses en main, et à partir du moment où tout le monde vous raconte dans les médias qu'il faut absolument une bonne éducation à la sexualité à l'école, il est important maintenant que les gens se prennent en main et aillent chercher d'où vient cette injonction. L'injonction, elle vient des États-Unis. Les États-Unis sont en train de la faire sauter. Aux Européens maintenant, et je parle aux Français en particulier, d'aller regarder ce qui justifie cette sexualisation des enfants à l'école. Oui. Il n'y a aucune autre justification à la sexualisation des enfants, c'est-à-dire à cette prétendue éducation à la sexualité qui n'a rien à faire à l'école. Il n'y a aucune autre justification que les travaux frauduleux de Kinsey qui ont été imposés par le CIECUS, qui a été mis en place par la Fédération internationale du planning familial, l'IPPF, et l'IPPF est une association eugéniste depuis le début. C'est-à-dire que le planning familial n'est pas une association qui est là pour promouvoir la famille, mais pour promouvoir l'eugénisme. C'est dans ses gènes. Donc tout ça, ça marche de pair avec l'Institut Kinsey. L'Institut Kinsey, je pense que le président Trump vient maintenant tout récemment, de le faire sauter, de l'éjecter de l'école. Maintenant, aux parents de comprendre, aux parents, aux associations, aux enseignants aussi, c'est à eux, ça passe par eux, de comprendre qu'il n'y a pas de justification à ces horreurs à l'école, autre que ce mensonge, cette escroquerie qui s'appelle Kinsey, et que l'Amérique vient de faire sauter. Et suivons-les, on les a suivis pour introduire le sexe à l'école, et bien suivons-les pour en faire sortir. Le sexe n'a rien à faire à l'école. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce projet, la sexualisation des enfants n'est qu'un moyen. Le but, c'est la séparation des enfants des parents. C'est-à-dire que les enfants tombent entièrement sous la coupe de l'État et qu'il n'y ait plus de parents. Il y aura des géniteurs, il n'y aura plus de parents. Et ça, c'est l'horreur absolue. C'était le même système que le système soviétique, finalement. Complètement. D'ailleurs, il y a des connaissances. Il y a un travail qui va sortir incessamment, que je fais et que je promeus. Enfin, ce sont 2 livres qui vont sortir très prochainement et on va en parler. Le but, c'est la mise sous tutelle de la population, couper les enfants des parents par tous les moyens possibles, y compris par la drogue, y compris par la propagande à l'école, y compris par le sexe. Enfin, tout ça, c'est de briser l'humanité en brisant l'enfance et la famille. Oui. Y compris par le placement des enfants aussi. C'est un sujet qu'on a déjà abordé ici. Merci beaucoup Marion Sigaud, Pierre-Antoine Plaquevent. Marion Sigaud, historienne, conférencière, auteur de plusieurs ouvrages dont La Marche Rouge, et puis Pierre-Antoine Plaquevent, auteur du site Stratégica, ou encore Soros et la Société ouverte aux éditions Culture et Racines. Merci beaucoup à tous les deux. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.